Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on revient sur cette information après le gouvernement. Les syndicats qui critiquent eux aussi la stratégie d'obstruction systématique de la France Insoumise sur les dossiers des retraites. Philippe. Oui, pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, les milliers d'amendements déposés sont, je cite, une connerie de LFI. Philippe Martinez de la CGT va dans ce sens et souhaite qu'avec plus d'amendements retirés, un vote sur l'allongement de la retraite à 64 ans ait lieu avant la fin des débats. Est-ce que vous pensez que les syndicats peuvent pousser LFI à réviser sa stratégie d'obstruction? Et vous êtes 57% à dire oui sur Twitter. Et puis vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Arnaud Benedetti est avec nous. Bonsoir. 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 Merci de nous accorder votre temps. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Philippe Bilger. On sent que les syndicats poussent un petit peu là. Oui, alors je voudrais aller très vite. Quelques idées force, enfin j'espère. Vous surestimez. Non, mais d'abord, je continue à penser que certains à LFI ont un comportement parlementaire qu'on n'a jamais connu auparavant. Deuxième élément, j'y vois avec plaisir un risque de fracture au sein de la NUPES. Troisième élément, je trouve tout cela d'autant plus dommage qu'on s'aperçoit que le projet de loi sur les retraites est contesté maintenant fortement sur le plan de son équité. Et quatrième élément, je trouve intéressant le fait que au sein de LFI, il y a une tendance, notamment dans laquelle se trouve François Ruffin, qui offre des alternatives intéressantes. Alors d'abord, LFI a construit un grand projet sur la retraite. Il suffit de le lire, savoir qu'ils ont quelque chose à proposer. Moi, je voudrais juste donner une explication que je comprends. D'abord, il n'y a pas de fracture au sein de la NUPES, puisque hier, c'est les socialistes qui a annoncé qu'il y a 1000 amendements qui étaient retirés pour pouvoir voter l'article 2. D'ailleurs, ça n'est pas qu'à LFI. Il y a l'idée que si on va au vote et que c'est voté parce qu'au dernier moment on achète quelques députés, les Républicains, avec par exemple la question des annuités, eh bien la mobilisation syndicale tombera. Et entre le moment de vendredi où il faut aller au vote, ça doit se terminer vendredi à minuit, et le 7 mars, il y a cet inconnu de est-ce qu'on arrivera à remobiliser si ce fameux article 7 est voté comme ils le pensent. Il y a une crainte de l'opposition. Pour le moment, il y a les Républicains qui résistent. Il y a une crainte de voir au dernier moment les Républicains, et il y a même des gens, vraiment des gens très célèbres à LFI qui pensent que Emmanuel Macron, il a déjà son nombre de voix chez les Républicains. Donc, il y a cette stratégie de dire, est-ce que on fait, alors, on s'oriente vers ce que c'est pas LFI, c'est la NUPS, on s'oriente vers, on lâche les amendements, et puis on essaie d'avancer jusqu'à l'article 7, et puis on demande une prolongation des séances de 10 ou 20 jours pour faire porter au gouvernement la responsabilité de ne pas avoir voulu débattre plus longtemps sur un texte majeur. Mais c'est vraiment une stratégie. Obstruction, c'est très péjoratif, mais c'est aussi la peur. Si l'article 7 est voté, la démobilisation générale. Alors c'est possible qu'effectivement, voilà, qu'il y ait des mobilisations ensuite à ce moment-là. En attendant, je pense quand même que ça a beaucoup surpris, enfin moi-même ça m'avait surpris de voir une telle mobilisation. On voit quand même que il y a une espèce de contagion, mais dans le bon sens du terme, si j'ose dire, en tout cas à mes yeux, sur effectivement des discours alternatifs, des analyses effectivement différentes qui peuvent exister ici et là au sujet d'une réforme qui n'aurait pas forcément cette forme-là précisément. Et j'ai l'impression que ce qui est hyper important. Voilà. Et puis même on voit même la rue a de la tenue. Oui, et puis finalement on a l'impression que même des personnes qui pouvaient être un peu macronistes, se dire bon bah voilà, effectivement on vit plus longtemps, allons-y, c'est la seule chose à faire, une attitude un peu défaitiste on pourrait dire, se rendre compte effectivement qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses et qu'en effet créer des injustices supplémentaires à un moment donné où les Français quand même en ressentent déjà beaucoup sur d'autres sujets, c'est peut-être pas le bon moment. Moi je pense depuis le départ que c'est pas le bon moment pour faire cela après la crise du Covid, la crise économique, la crise énergétique. C'était absolument pas le moment pour lancer ce sujet maintenant. Arnaud Benedetti, après le tour de table des vraies voix.
Allô, Arnaud Benedetti? Oui, pardon. Oui. Oui. Il s'est endormi. Non, je ne m'étais pas endormi. Il a été ébloui par l'intelligence des questions de Philippe Bilger. Il y avait une coupure de publicité entre-temps. Bon, non, juste, moi, si vous voulez, je pense qu'il y a une bataille. Il y a une bataille vis-à-vis de l'opinion, parce qu'en fait, il y a 3 acteurs dans cette affaire. Il y a 4 acteurs. Il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a les syndicats et il y a l'opinion publique. Ce qui est assez frappant aujourd'hui, et ça sera un des enjeux majeurs, à mon avis, pour les semaines qui viennent, ça sera de savoir comment réagit l'opinion publique. L'opinion publique, aujourd'hui, soutient manifestement les mobilisations sociales et elle fait porter la responsabilité éventuelle de blocage par les syndicats sur le gouvernement. Moi, j'ai été très frappé de voir, si vous voulez, un sondage, je crois, qui a été publié dimanche ou samedi, qui montrait que 60% ou plus de 60% des Français considéraient que si il y avait des blocages, ça serait le gouvernement, il faudra en imputer la responsabilité exclusivement au gouvernement. Donc ça veut dire que du côté, en effet, peut-être des parlementaires, et notamment des parlementaires de la NUPES, il y a aujourd'hui une prise de conscience que finalement, la stratégie qui est la stratégie des syndicats, c'est-à-dire d'avoir une mobilisation dans l'unité, une mobilisation massive sur le terrain, une mobilisation apaisée est vraisemblablement plus payante au regard de l'opinion que la stratégie qui consiste, in fine, à mener une sorte de guérilla parlementaire qui n'est pas nouvelle. Et ça, il faut le dire, parce que j'entends trop souvent depuis quelques semaines qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel. On ne vit pas quelque chose d'exceptionnel au Parlement. Merci Arnaud. Ça s'est déjà vu par le passé, ça s'est déjà vu. Le nombre d'amendements, je prendrai un exemple. En 2006, lors de la privatisation de Gaz de France, 130 000 amendements ont été déposés par l'opposition. Il y a 2 ans ou 3 ans, lorsque M. Philippe a engagé sa réforme dite paramétrique sur les retraites, 40 000 amendements. Et alors, je ne remonterai pas aux origines de la Ve République et encore plus loin sous la Quatrième République. On a eu des débats d'une toute autre violence que ceux que l'on connaît aujourd'hui, même si rien ne pardonne un certain nombre d'excès de langage, que les choses soient claires. Mais si vous voulez, la situation parlementaire aujourd'hui, en effet, apparaît peut-être pour un certain nombre de parlementaires qui se battent contre cette réforme comme une situation qui nuirait à la mobilisation et nuirait au soutien de l'opinion, ce qui explique aussi, je pense, vraisemblablement le fait que il y ait aujourd'hui du côté de la NUPES la volonté de lâcher sur un certain nombre d'amendements pour arriver justement à l'examen de ce fameux article 7, qui est quand même l'article qui est la mère de toutes les batailles, puisque c'est la question de l'âge de la retraite. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça serait voler à l'opinion publique, voler aux Français un débat parlementaire auquel ils ont droit. Et évidemment, le gouvernement aurait beau jeu de dire, regardez, ce n'est pas nous qui sommes responsables, c'est l'opposition. Alors, quand même, clairement, les torts seraient partagés. Parce que, sans utiliser le 49.3, il faut rappeler que l'article 47.1 est un article qui, quand même, d'une certaine manière, contraint fortement le débat parlementaire, puisqu'il le limite à 20 jours. Et je rappelle que vendredi à minuit, le débat est en principe arrêté. Mais je redis vraiment, Arnaud, ce que je sais, moi, de l'intérieur du groupe de la NUPES, et ça se passe simplement. Merci pour la mise au point sur la supposée violence absolue et paroxystique à l'Assemblée. Ça n'est absolument pas le cas. Ça a toujours été le cas. J'ai été journaliste parlementaire. Je peux vous dire que je vous rappelle les débats du PAX, où tout le monde pleurait, où Fabius arrive en pleine nuit avec échevelé, quasiment en robe de chambre, pour calmer tout le monde, les gens qui en viennent quasiment aux mains. Donc on n'en est absolument pas là. Par contre, assassin, c'est pas pardonnable. Mais je le redis, la peur de l'opposition, c'est effectivement, c'est un dilemme. Ça s'appelle un dilemme, justement, par définition. Ok, on va voter, on va au vote, on prend le risque du vote, parce que si cet article 64, 7 est voté, ça va être un tel tambour et trompette en termes de communication que ils sont absolument persuadés que le 7 mars, la mobilisation échouera parce qu'il y aura une forme de résignation. Et voilà, donc c'est un problème. Non mais c'est un véritable problème. Quand on veut tenir les deux bouts, c'est un véritable problème. Et eux sont persuadés que les Républicains, dans la dernière ligne droite, les rétifs seront achetés, notamment sur la question des annuités. Donc, mais ils vont y aller. Ils vont y aller parce qu'ils peuvent pas ne pas y aller, mais en même temps, ils voudraient ne pas y aller car ils pensent que de toute façon, aujourd'hui, dans le décompte, il manque 12 ou 15, on est à 261 voix officiellement, il en faut 289, mais dans les coulisses, ça tracte parce que, en réalité, le gouvernement aujourd'hui, et Arnaud sera probablement d'accord avec moi, c'est que le gouvernement aujourd'hui ne répond absolument pas à la foule, à la rue joyeuse, tranquille. Le gouvernement ne parle qu'au groupe des Républicains pour faire passer sa loi. Allez, il a encore fait un truc. 0826 300 300, Gilles est avec nous. Gilles, vous voulez réagir ?
Oui, écoutez, je suis en fait complètement d'accord avec votre interlocuteur Arnaud. J'ai oublié son nom. Arnaud Benedetti. Et Françoise Degois, je suis syndicaliste, donc voilà, moi je n'espère absolument pas que les syndicats vont faire infléchir la NUPES dans... c'est pas d'obstruction que fait la NUPES au Parlement, simplement elle fait son travail. Et c'est le gouvernement qui a provoqué cet état de fait en voulant faire accélérer en 15 jours l'étude d'un texte de loi qui aurait mérité beaucoup plus de temps. Donc à jouer avec le feu, on attire ce qu'on appelle l'opposition parlementaire. On tape sur la gauche parce qu'on aime bien taper sur la gauche. Sauf entre les deux tours de la présidentielle. Sauf entre les deux tours de la présidentielle où la gauche a toutes les vertus, vous savez, depuis 2 quinquennats. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais une question idiote. Est-ce que tout ça ne tue pas un peu le fond finalement? C'est-à-dire je crois pas, parce que le fond est abordé. Non, pas du tout. Le fond est abordé. Parce que les médias retiennent que les petites phrases et les petites provocations et les trucs à 2 balles, mais dans le fond, ça botte à l'Assemblée. Il suffit de regarder la chaîne parlementaire. Moi, je regarde, ça bosse. Voilà, évidemment que ça travaille. Et les députés de la NUPES dans leur ensemble, et notamment les députés de la France Insoumise, font leur boulot. Et ils n'ont pas à céder à la pression des syndicats. Les syndicats font leur job en réussissant à mobiliser comme jamais des millions de gens dans la rue. Et les parlementaires font leur job à l'Assemblée. Pour moi, tout est Restez avec normal. nous, Gilles. Bougez pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est pas qu'un débat idéologique. Les débats idéologiques, ça saoule les gens, en effet, parce que c'est des questions de principe, et au-delà des principes, les questions d'efficacité, en l'occurrence du système des retraites, ne seraient pas abordées. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est des visions économiques, sociales, de long terme. La question des retraites, c'est un modèle en soi, c'est un modèle qui est compliqué. Il y a plein de manières différentes d'aborder ça. Il y a des chercheurs qui proposent des visions différentes, des députés qui s'appuient eux-mêmes sur le travail des chercheurs. Il y a des think tanks. Il y a plein de choses passionnantes qui se déroulent et qui peuvent, pour ceux qui s'y intéressent, effectivement, être consultés assez librement. Je trouve que c'est un très bon débat démocratique, justement, parce qu'une fois ensuite, on sait très bien que l'âge est modifié, il y a un effet cliquet, c'est-à-dire que on reviendra jamais dessus exactement, et surtout on pourra après sans cesse dire attendez, il y a quelques années on a augmenté l'âge de départ, là entre temps on a gagné 6 mois d'espérance de vie, on va réaugmenter, et donc à ce rythme là, alors moi je serai à la retraite à 72 ans. Tom, tu vois, c'est bien, c'est très bien ce que tu dis, je suis d'accord, c'est une vision de la société, mais c'est vrai, c'est faux l'effet cliquet, parce que quand Mitterrand revient en 81, il la ramène à 60 ans. C'est un des rares exemples. Je voudrais vite demander à Arnaud Benedetti 2 choses. D'abord, Arnaud, est-ce que votre argumentation, j'allais dire, ne confond pas, le processus parlementaire qui a toujours été effervescent, voire violent, avec un certain nombre d'attitudes psychologiques, intellectuelles, grossières? Il me semble qu'on n'a jamais vu depuis quelques jours une telle grossièreté systématique à l'encontre des autres être mise en œuvre de cette manière. Deuxième élément, si Françoise a raison, comment se fait-il que les syndicats soient si pressés d'arriver au vote de l'article 7 alors que probablement il sera voté et contrairement à ce qu'il souhaite? J'ai l'explication. Allez-y. Vas-y Arnaud. Alors peut-être que sur la première, pour répondre sur la première question, certes, il y a peut-être un relâchement des comportements. Enfin, j'invite à aller lire le compte-rendu des débats ou le journal officiel des débats en 1947 ou en 1948, au moment des grandes grèves insurrectionnelles, et voir comment, par exemple, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jules Mock, se fait traiter, lui, un très grand résistant, par le groupe communiste. Donc, si vous voulez, là-dessus, il n'y a pas véritablement quelque chose de nouveau. Jules Mock se fait traiter d'assassin. Clairement. Léon Blum se fait traiter de juif. d'assassin, et il ne va pas pleurer devant l'opinion publique parce qu'il se fait traiter d'assassin. Disons, d'une certaine manière, il assume sa capacité à être, traité très violemment par les oppositions. Mais la visibilité n'est pas la même non plus. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. Relis les notes sur le débat de l'IVG. Non, mais c'est pas visible. C'est visible que ce que Simone Veil ramasse. Mais c'est absolument visible. Sérieux. Après, moi, que les choses soient claires, je ne justifie pas le comportement, mais je dis que
ça a déjà existé. Alors, comparaison n'est pas raison non plus. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on peut considérer que le rôle d'une assemblée, c'est aussi d'être, j'allais dire, une instance de décompression des tensions qui existent dans la société. Et là, clairement, de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, cette législature ne joue pas ce rôle. Mais pour une raison très importante. Non, mais sur les syndicats, Arnaud, sur les syndicats, c'est hyper important. Mais il va répondre. Sur les syndicats, moi je pense que les syndicats ont aujourd'hui quand même, pour un certain nombre d'entre eux, espoir que l'arithmétique n'est pas totalement perdue. Il y a quand même encore des questions qui se posent. Moi je ne sais pas quel va être le vote des Républicains, même si on peut penser qu'une partie des Républicains va voter ce texte. Mais je vois bien quand même qu'il y a des débats chez les LR. La question des 1200 euros qui aujourd'hui revient très fortement dans le débat est un élément de perturbation pour un certain nombre de parlementaires. Donc il y a aussi du côté des syndicats la volonté d'aller jusqu'au bout du processus. De toute façon, les syndicats aujourd'hui, vraisemblablement, considèrent que la bataille qui se joue, c'est non seulement la bataille de l'opinion, mais c'est la bataille du blocage. Parce qu'il y aura vraisemblablement le 7 mars, de la part des syndicats, des actions, ils l'ont dit, M. Berger, qui est pourtant le plus réformiste des syndicats, l'a dit, des actions qui visent tout simplement à faire pression sur le gouvernement en bloquant. On va voir si l'opinion publique va suivre, ce qui est probable en l'occurrence. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a deux jambes dans cette bataille. Il y a la jambe parlementaire, et on dit qu'on va jusqu'à l'article 7 parce qu'on se dit que peut-être on va trouver des moyens à un moment donné de faire reculer le gouvernement, ce qui sera quand même difficile, même parce que l'arithmétique n'est pas forcément très favorable. Et puis ensuite, il y a la bataille de la rue. La bataille des syndicats, j'ai une explication qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a Laurent Berger et Philippe Martinez, c'est assez étonnant, qui sont à la fin de leur mandat, tous les deux, et qui réussissent pour la première fois depuis 30 ans, ils effacent 30 ans d'humiliation et 30 ans d'échecs depuis 95 des syndicats. On enlève 2010, ils effacent tout ça. Donc ils sont, je dirais, dans leur acmé. C'est vraiment les bouquets capitans pour eux. Et donc, il y a un positionnement très politique de leur part. Qu'est-ce qu'ils disent en disant arrêtez de mettre le souk à l'Assemblée? Ils disent regardez à quel point la rue se tient bien et regardez à quel point vous n'êtes pas responsable. Donc, il y a aussi un côté, pas égotique, mais il y a aussi un côté, la revanche des syndicats et la revanche de l'union sacrée par rapport à ça. C'est très, comment dirais-je, je ne pense pas qu'ils soient kamikazes. Encore une fois, je suis d'accord avec Arnaud, la bataille arithmétique n'est pas tout à fait perdue, mais elle n'est pas très bien emmanchée non plus. Pas très bien emmanchée non plus, il faut quand même le reconnaître. Merci en tout cas Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez faire une petite sieste comme tout à l'heure, non je plaisante. Non, c'est parce qu'il était tellement ébloui par les propos de Philippe Bilger qu'il était vraiment limite en transe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'es flagrant, Arnaud Benedetti, vous restez avec nous. Allez, petite pause, on revient dans un instant, c'est les vraies voix jusqu'à 19h.